Bonjour, chers étudiants. C'est donc la deuxième, la seconde, je ne sais pas encore, vidéo sur les années folles en tant que telles. Et après avoir donné les éléments de contextualisation, un pays exsangue qu'il faut en grande partie reconstruire, bon, je voudrais m'intéresser au cœur du sujet, ce que dans ma démarche méthodologique j'appelle la crise, les caractéristiques de ce pays, de cette société, qui découle donc en grande partie du traumatisme indéniable subi entre 1914 et 1918 et qui entraîne soit des illusions, j'en ai parlé concernant le fait que l'Allemagne pourrait financer la reconstruction française, soit des échappatoires tout à fait importants et qui se manifestent à travers les grands courants culturels et artistiques. Donc, point de départ, un pays exsangue et qui hésite entre la tentation de la dureté vis-à-vis de l'Allemagne, la tentation des années 1919-1923, qui trouve son développement paroxysmique avec l'occupation de la Ruhr, et puis une France plus prête au dialogue après, symbolisée par ce qu'on appellera le cartel des gauches, même si, notamment à compter de 1926, le cartel des gauches, c'est-à-dire une alliance électorale qui confère le pouvoir au parti radical avec le soutien du Parti socialiste sans participation, et qui va engager d'incontestables réformes très très importantes, et qui va donner un certain nombre de symboles. Je crois que par exemple le transfert des cendres de Jean Jaurès au Panthéon, lors même que quelques années auparavant, en 1918, la cour d'assises de la Seine avait acquitté l'assassin de Jean Jaurès, au motif que assassiner Jaurès avait été une œuvre de salubrité publique. C'est bien de ça dont il s'agit, hein. Je n'exagère pas. Si je me borne à énumérer des faits. Donc, voilà les éléments du point de départ. Je me suis permis quand même hier d'expliquer que la conception d'une sécurité fondée sur l'idée a priori sympathique d'un dialogue constructif avec l'Allemagne pouvait aussi avoir des effets pervers et s'apparenter à une forme de dialogue de dupes. Mais bon, je crois avoir amené à votre réflexion quelques éléments sérieux là-dessus. Car, même si ce n'est pas l'objet de ce cours, les travaux historiographiques sur la politique extérieure allemande sont parfaitement clairs et montrent à travers des documents indéniables que Stresemann ne renonce pas à terme à une volonté massivement soutenue par son opinion publique de réviser les traités, à l'est de l'Europe notamment.
à l'est de l'Europe, et c'est pour ça que je me suis permis d'insister sur les contradictions de ce qu'on a appelé la politique de Locarno. Donc, cette société française exsangue, qui a navigué entre ces tentations dures et la tentation du dialogue vis-à-vis de l'Allemagne, qui a été symbolisée par le bloc national et par la chambre bleue horizon, qui a aussi eu ses petites lâchetés parce que dès lors que la victoire a été acquise en 1918, on a jeté à la poubelle le symbole de cette victoire, Georges Clemenceau, en lui préférant des personnages secondaires et falots, c'est-à-dire en quelque sorte tout se passe un petit peu comme si la dynamique incarnée par Georges Clemenceau apparaissait comme supportable en temps de guerre, mais insupportable en temps de paix. Et c'est d'ailleurs peut-être une loi de physique politique avec laquelle il faut s'accoutumer. Je pense que vous aurez dans la société britannique de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'Isabelle L'Espinay veut s'orienter dans du comparatisme européen, allons-y jusqu'au bout, un petit peu le même phénomène avec Winston Churchill, que quasiment personne ne contestera une fois qu'il a été nommé Premier ministre, le 10 mai 1940. Mais au moment où il arrive comme Premier ministre, la volonté de résistance qu'il va incarner, seul face à Hitler, elle sera très fortement contestée. Et notamment par toute la somme des impuissances qui étaient allées de capitulation en capitulation du côté britannique jusqu'à la conférence de Munich est symbolisée par Joseph Chamberlain. Et ça, c'est un autre débat. Je vois que la victoire contre le nazisme est assurée. Les électrices et les électeurs, comme ils en ont le droit le plus absolu, il faut dire que Churchill a, dans la campagne électorale, très nettement cherché le bâton pour se faire battre également. Churchill est remercié et renvoyé à son rôle de symbole historique. Voilà quels sont les éléments que l'on peut expliquer sur ces années du bloc national. Dans la mémoire collective, peu de périodes demeurent comme ayant une aussi mauvaise presse que ces années du bloc national. L'illusion d'un discours martial caractérisant une impuissance congénitale, structurelle, pour ne régler finalement pas grand-chose. Voilà, moi je ne porte pas de jugement de valeur sur cette période, je me contente de l'exposer. Et donc, après ce qu'on a appelé cette chambre bleue horizon et ce bloc national, on est allé vers autre chose, qu'à la fin de la période on appellera l'Union nationale, en passant par, évidemment, le cartel des gauches. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, d'abord, il faut reconstruire. Il faut reconstruire parce que, tout simplement, les dégâts sont énormes. Tout le quart nord-est du pays a été ravagé. Les mines de charbon ont été détruites, de nombreuses maisons, de nombreuses infrastructures. Bon, il faut reconstruire, y compris sur le plan de la saignée démographique. Donc, on va s'orienter dans une politique d'encouragement à la natalité, protectrice de la famille, avec évidemment un certain nombre d'éléments sociétaux
notamment pénalisation de l'avortement, interdiction de toute publicité pour la contraception, que sais-je encore, qui ont à l'évidence des conséquences sur l'un des thèmes qui semble vous tenir particulièrement à cœur, qui est l'évolution de la condition féminine, et qui conduit peut-être très nettement à relativiser le fait que la période de la Première Guerre mondiale soit considérée comme une période favorisant l'émancipation de la femme. Parce que d'abord, rien n'est plus faux que de faire de la Première Guerre mondiale la période où les femmes auraient commencé à travailler. Comme le dit fort brillamment Sylvie Schweitzer, les femmes ont toujours travaillé, avant même la Première Guerre mondiale. Et c'était une nécessité. Et c'était une nécessité. Et ensuite, la démobilisation fait qu'il faut refaire de la place à l'homme à l'usine. Donc, pour ne prendre que cet exemple-là, je vous demande de ne pas avoir des réflexions à courte vue, mais d'intégrer votre démarche dans une perspective un petit peu plus large. Donc, il faut reconstruire, faut se souvenir. Faut se souvenir, c'est la religion des monuments aux morts. Ce sont les lois sur les pupilles de la nation. Ce sont les pèlerinages au cimetière militaire qui deviennent un élément structurant du paysage de tout ce quart nord-est de la France. Ne perdez jamais de vue que dans cette situation-là, le communisme apparaît comme un danger. De ce point de vue, il conviendrait que vous réfléchissiez un peu sérieusement à l'ampleur des mouvements sociaux de l'année 1919. Des mouvements de grève générale autour du 1er mai 1919. Et que vous compreniez bien que, même si c'est à une échelle moindre que ce qui s'est passé en Allemagne, la crainte du rouleau compresseur de la révolution russe a joué à plein et que, par bien des aspects, l'anticommunisme a constitué un élément tout à fait important de la culture de cette société française des années folles. Et donc, pour se positionner en fonction à la fois tribunicienne d'exposition des mécontentements et en prenant quelques thèmes précis, notamment l'antimilitarisme, le Parti communiste français s'est engagé, alors il ne s'appelle pas le Parti communiste français, il s'appellera dans les années 30 le Parti communiste français, il s'appelle Section française de l'Internationale communiste, ce qui illustre bien que le caractère français n'est pas mis au premier plan dans l'optique de ce que l'on pense être une révolution internationale, et ce sera tout l'objet des débats au sein du mouvement communiste international avant de progressivement choisir, parce que les rapports de force sont tels, n'est-ce pas, que c'est la seule voie qui demeure possible de consolider la Russie soviétique. Mais enfin,
cette section française de l'Internationale communiste choisit fort symboliquement, dans le cadre du plus jamais ça, plus jamais de guerre, de ce pacifisme intégral qui là aussi devrait transparaître pleinement dans votre réflexion pour caractériser ces années comme structurant ce pacifisme la société française. Le Parti communiste va se lancer dans des opérations antimilitaristes, dans des grèves dans les arsenaux, dans des campagnes contre l'occupation de l'Arreau, dans une campagne contre la guerre du Rif, que sais-je encore. Si bien que lorsque le parti pivot du cartel des gauches, le Parti radical, va définir sa position en 1925, je crois que c'est à son congrès de Marseille, son jeune, son leader, Édouard Herriot, maire de Lyon par ailleurs, aura cette formule, le communisme, voilà l'ennemi. C'est pas l'Allemagne, voilà l'ennemi. Vous comprenez, on est passé quand même à autre chose. Alors, ce qui caractérise les années folles, c'est évidemment l'ébranlement sociétal et où se conjuguent à la fois des contradictions, des grandes transformations, une perte progressive d'influence de la société rurale, puisque si on se fonde sur la définition basique de la ville, c'est-à-dire on considère comme une ville quelque chose qui agglomère plus de 2000 habitants, ce qui est une définition très restrictive, je vais y revenir. En 1931, la majorité de la population peut être considérée comme urbaine. Alors moi, sur la définition de la ville, et ça pourrait être aussi un des enjeux de réflexion dans un cours d'histoire sociale sur ces années-là, sur les politiques de logement, des personnages comme Henri Sellier, enfin, on pourrait multiplier les exemples, je n'en ai pas le temps aujourd'hui, mais ça ouvre des perspectives. Regardez l'histoire générale de la France urbaine, qui est un livre absolument remarquable. Dans son approche, vous avez donc une conception très réductrice. Très réductrice. Une ville, c'est d'abord des fonctions. Ce sont des fonctions, ce sont des services économiques, administratifs, financiers, culturels. Historiquement, pendant longtemps, il y avait des agglomérations, par exemple en Sicile, de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, sans aucune infrastructure et ne remplissant aucune de ces fonctions. Donc le critère démographique pour définir la ville n'est pas très important. De même, et y compris actuellement, il peut y avoir ce qu'on appelle des bourgs-centres qui sont très limites sur le plan démographique, mais où vous trouvez un minimum de services. Enfin, aujourd'hui, la déstructuration des services publics et le remplacement des services rendus aux populations par le service rendu au territoire est un des éléments très importants et que moi, à titre personnel, j'essaye de combattre. Mais ça, c'est un autre débat. Je suis partisan des services rendus aux populations plus qu'au territoire. Mais ça, c'est une ligne de partage
politique qui, à la limite, ne vous n'est pas de votre ressort. Vous avez donc une manifestation très forte qui imprègne les phénomènes culturels, le passage de l'Art nouveau qui avait caractérisé le monde issu de la société industrielle à ce qu'on va appeler l'Art déco. Je voudrais quand même insister sur ces changements culturels, même si, comme toujours, ils touchent d'abord et prioritairement le cœur, qu'est Paris, et qu'on ne peut pas réduire la France à Paris. Mais faire de Paris et analyser Paris par divers aspects comme un des exemples emblématiques et caractéristiques de cette France des années folles, c'est extrêmement important. Alors ça veut dire parler de Montparnasse, des brasseries de Montparnasse, ça veut dire parler de Montmartre, ça veut dire parler de Joséphine Baker, ça veut dire parler de l'influence de Louis Armstrong, ça veut dire parler de la revue d'Amistinguett au Moulin Rouge, ça veut dire parler éventuellement des débuts de Maurice Chevalier, voilà. Ça veut dire aussi parler de Coco Chanel. Mais parce qu'on parle de Coco Chanel, faut-il en déduire l'idée d'une émancipation féminine? Ça veut dire parler également de culture, de culture sportive, populaire, avec le développement de pratiques comme le football, et qui sont aussi des lieux, je veux dire, d'agglomération collective. C'est pas par hasard qu'il y a des clubs en région parisienne, je pense évidemment à celui qui a été fameux à une certaine époque et qui joue à Saint-Ouen, le Red Star, l'Étoile Rouge, dont le nom même signifie clairement qu'il est à remettre en liaison avec une culture ouvrière extrêmement importante pour, s'il y a des amis du nord de la France et du bassin minier, vous auriez la même chose avec le Racing Club de Lens, dont il faut évidemment parler. Autre exemple de culture sportive et populaire importante, le rituel du Tour de France. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais ça devient l'un des symboles les plus importants. L'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 1924, tout à fait important. N'oubliez jamais, je vais peut-être faire une petite parenthèse, que dans ces années-là, le sport est aussi une façade non négligeable qui symbolise des aspirations collectives. Moi, je ne sais pas comment le formuler, mais je ne trouve pas tout à fait neutre, par exemple, que l'Italie emporte les Coupes du Monde de football, c'est un peu de la même période, en 1934 et en 1938,
je ne déconnecte pas ces victoires des réalisations du régime fasciste. Et si vous croyez que j'exagère, alors allez faire un tour au stade de la Fiorentina, dans Florence, et expliquez-moi pourquoi il est construit, non pas comme une ovale, non pas comme une ellipse, mais comme architecturellement un D, comme un Duce. Donc, voilà. À travers les manifestations sportives, vous pouvez avoir aussi des facteurs de nationalisme. Moi qui ai une culture plus particulière et qui vous est peut-être plus étrangère pour certains d'entre vous, qui s'appelle une culture rugbystique. Excusez-moi, ces années folles sont celles où le rugby se popularise en partie, en tout cas régionalement, quitte son aspect élitiste de sport entre forcément classe aisée pour devenir, suivant la définition la plus belle qu'on ait jamais donnée, un sport de voyous joué par des gentlemen. Mais où l'enjeu national devient très important, et c'est d'ailleurs l'une des origines de la crise qui entraînera la mise au banc des nations rugbystiques de la France et la création du jeu à 13. Je sais que disant cela, je choque un de mes anciens professeurs qui a été en son temps président de l'université de Paris 1, international de jeu à 13, qui s'appelait Jacques Sopelsa et qui donc lui a toujours milité pour l'appellation aujourd'hui rugby à 13. Mais bon, c'est un sport qui s'est développé parce que les Britanniques ont exclu les Français. Parmi les spectateurs du Tour de France, c'est pas tout à fait innocent qu'une certaine forme de patriotisme se développe. Donc, le sport me paraîtrait être un des exemples tout à fait légitimes pour caractériser, mais enfin, les deux exemples que vous préférez, ce sont les femmes d'une part, les étrangers d'autre part. Alors, on va dire quelques mots. Les femmes, j'ai déjà commencé en disant que la problématique de l'émancipation devrait être quand même, pour le moins, maniée avec précaution et à relativiser, tout simplement, parce que résultat du contexte d'une société exsangue que j'ai rappelé, la femme est cantonnée à une fonction reproductrice par rapport à une crise démographique. Ça, c'est l'élément essentiel, c'est l'élément fondamental. Alors, il y a évidemment des courants féministes, de l'émancipation, il y a des artistes de premier plan. J'évoquais Coco Chanel, j'évoquais cette culture politique particulière, consécutive aux revues parisiennes, Joséphine Baker, etc. On est quand même tout à fait dans une période où les choses bougent. Mais enfin, la femme n'est pas électrice. Alors qu'il y a eu, si je ne m'abuse, une proposition de loi qui a accordé à la Chambre des députés le droit de vote aux femmes avant que le Sénat ne le refuse. Et de sorte qu'on ne trouvera aucune majorité suffisamment forte
pour passer l'obstacle sénatorial sur le droit de vote féminin. Il faudra la libération pour l'imposer, le fait que les femmes voteront pour la première fois aux élections cantonales et municipales du printemps 1945. Quand on vous dit que les femmes ont voté pour la première fois aux élections législatives de l'automne 1945, d'octobre 1945, c'est faux. Elles ont voté des élections d'avril, mai 1945. Les femmes dans les courants littéraires, je sais pas moi, on pourrait prendre, varier entre le mythe de la garçonne, Elsa Triolet et Colette. Moi, à titre personnel, mais je ne suis pas présentable, je vous le concède, c'est la dernière que je préfère, et de loin. Mais ça, c'est un autre débat. Mes goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais je pourrais essayer de le justifier si le cœur vous en dit. Continuons, Continuons avec donc, au-delà de la condition féminine, qui est un exemple évidemment capital à analyser. Analysons peut-être la question des étrangers en France. Non pas qu'elle se pose tout d'un coup, puisque avant la Première Guerre mondiale, il y avait un certain nombre d'étrangers, des Italiens, des Belges, des Espagnols, des Allemands, des Suisses, dans certains milieux artistiques, des Russes, quelques courants évidemment d'origine d'Europe centrale fuyant l'antisémitisme, donc des juifs, des Kabyles et des gens venus bien évidemment des populations venues du Maghreb, mais en proportion relativement faible. Voilà, c'était tout ça était très clair dès avant la Première Guerre mondiale. Ce que les années folles vont caractériser par rapport à la population d'origine étrangère, c'est donc une certaine forme d'amplification du phénomène avec l'apparition de deux catégories nouvelles. Première catégorie, le développement de ce qu'on va appeler les réfugiés politiques. Il ne faut pas exagérer, par exemple, parce que bien souvent, sur l'immigration italienne en France, on insiste sur l'antifascisme. C'est une motivation dans certains cas. Ça c'est évident. Mais il s'agit pour l'essentiel d'une motivation socio-économique. Et on insiste, deuxième point, sur, c'est notamment vrai à Marseille, l'arrivée d'Arméniens, qui est quelque chose de tout à fait important. Et donc, voilà, moi, si, bien évidemment, j'estime très important d'accorder toute sa place à cette société qui accueille des réfugiés politiques, c'est tout à son honneur, je ne pense pas que ce soit devenu la motivation la plus importante. On pourrait parler également de la population de Russes blancs
fuyant évidemment la révolution russe, et qui sera une des caractéristiques de certains milieux parisiens. Je pense à la corporation des chauffeurs de taxi, je pense évidemment au restaurant russe, etc. Ce qui m'intéresse, si on se prend l'exemple de l'étranger, c'est quoi? C'est d'abord que l'organisation technique et administrative de cette immigration est en grande partie déléguée par la puissance publique à l'État. L'État, je veux dire, délègue au privé, au patronat. L'État ne s'occupe pas de l'organisation de l'immigration. Ce sont des organismes liés au patronat, hébergés d'ailleurs par le comité des houillères, sous la houlette d'ailleurs de quelqu'un qui s'appelle, excusez du peu, Henri de Périmov de Fontenelle. Enfin, c'est la fameuse Société Générale d'Immigration. L'État s'était intéressé, par exemple, je suis vraiment insisté là-dessus pour que je puisse passer très vite, on a recours, y compris dans l'armée, à des contingents étrangers pendant la Première Guerre mondiale. Et donc l'État avait institué en 1917 une carte de séjour. Mais l'organisation même des courants migratoires, polonais pour les mines du nord de la France, qu'il s'agit de reconstruire, notamment, fait que c'est le patronat, ce sont les milieux patronaux qui organisent les politiques migratoires. Et par rapport à cette organisation, l'État va jouer un rôle d'accompagnement et dans un sens, disons-le, très nettement libéral. Je vous invite à réfléchir à la nature du code de la nationalité adopté en 1927 et qui est tout à fait intéressante, d'une forme, je veux dire, d'ouverture et de volonté de privilégier une solution qui renforce la démographie par le droit du sol. Donc, c'est une politique migratoire tout à fait intéressante. Je répète pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que ma langue a fourché. Les politiques migratoires sont le fait de la Société Générale d'Immigration, la SGI, laquelle est une structure gérée par le patronat. Et l'État ne joue qu'un rôle d'accompagnement à côté. Vous pourriez parler, évidemment, de l'impact de ces étrangers, d'abord dans la population étudiante. Vous avez notamment beaucoup d'étudiants d'origine indo-chinoise qui vont se structurer. Le symbole le plus absolu étant évidemment le futur Ho Chi Minh, présent au Congrès de Tours d'ailleurs, lors de la scission
qui a abouti à la création du Parti communiste, de la section française de l'Internationale communiste, en décembre 1920. Ces structurations politiques de ces étudiants sont tout à fait importantes. Et si on s'intéresse au rôle d'accompagnement de l'État, c'est-à-dire à l'organisation administrative, on s'aperçoit qu'il y a des tendances de fond non négligeables. Je pense d'abord à la décision prise, je crois que c'est la loi du 19 août 1920, finançant la mosquée de Paris, qui sera inaugurée, si je ne m'abuse, en 1926, par une co-cérémonie, par une cérémonie co-présidée par le président de la République, qui est là pour inaugurer les pots de fleurs, Gaston Doumergue. Non pas que je dise que la mosquée de Paris soit un pot de fleurs, hein. Excusez-moi, là, ne me faites pas de procès d'intention. C'est la fonction de président de la République que je caractérise. Gaston Doumergue et le sultan du Maroc, Moulay Youssef. Il y a une tentative très intéressante qui est un exemple de médecine coloniale en métropole, c'est-à-dire d'hôpital prévu pour s'occuper prioritairement des populations d'origine étrangère. C'est l'hôpital Avicenne à Bobigny, qui est lancé là aussi durant les années folles, même si évidemment il ne sera inauguré qu'une dizaine d'années plus tard. Je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que cet hôpital Avicenne est juridiquement placé sous la responsabilité du service de surveillance et de protection des indigènes nord-africains, SIC, dirigé ou créé par Pierre Gaudin et qui dépend de la préfecture de police de Paris. Ce service, qui a été créé en 1925 par un ancien administrateur colonial et qui est géré par des gens qui ont fait souvent au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Affaires sociales carrière dans l'administration coloniale, s'intéresse au cadre de vie. C'est pas forcément d'ailleurs uniquement répressif, loin de là, loin de là, loin de là. Je ne peux pas non plus, dans le cadre administratif, ne pas évoquer le nom de René Martial, qui était inspecteur des conditions sanitaires et qui s'est intéressé au cadre de vie de la population étrangère travaillant, par exemple, dans les mines du nord de la France. Voilà, donc je vous donne juste quelques éléments. Après, on a quand même ce que je n'aime pas spécialement, c'est-à-dire le dictionnaire des idées reçues. Alors, je voudrais essayer de détruire une de ces idées reçues pour terminer donc ce sera la deuxième vidéo, puisque je vais en faire une troisième, et sur l'exemple de la population étrangère la plus importante en France, qui est le contingent italien. Bon, qu'est-ce qu'on dit ? Les Italiens, vous les trouvez essentiellement dans le bâtiment et dans certains milieux industriels. Puisque j'évoquais la pratique sportive, je pourrais évoquer dans la Lorraine industrielle l'installation d'Aldo Platini, père de Michel Platini. Pardon, rendons à César ce qui est à César en termes footballistiques. Voilà. Bon. Moi, quand je regarde l'immigration italienne, je m'aperçois qu'elle est aussi parfois rurale, enfin, dans la vallée de la Garonne. Évidemment, vous allez dire,
il nous emmerde encore avec son régionalisme. Peut-être. Après tout, c'est un exemple qui en vaut un autre. Moi, je constate que dans beaucoup de villages dépeuplés, saignés à blanc, parce que, vous comprenez, un paysan, c'était une chair à canon plus rentable qu'un ouvrier spécialisé d'usine qui avait une valeur ajoutée, alors que le pecno, là, le paysan, lui, il n'en avait aucune. Et donc, on pouvait le faire flinguer en première ligne pendant la Première Guerre mondiale. Le paysan disparu, il faut repeupler les villages. Il y a une très très forte proportion d'Italiens qui viennent comme ouvriers agricoles dans la vallée de la Garonne. Alors moi, je ne suis pas spécialisé dans l'histoire de l'immigration, mais je prends cet exemple-là, il est attesté. Et c'est cette population italienne de travailleurs de la terre qui va repeupler, faire souche et s'intégrer pleinement. C'est pour ça que je me permettais d'insister, de signaler la liaison avec le Code de la nationalité de 1927, qui est tout à fait importante à analyser. Bon, je vais m'arrêter là pour cette présentation. Vous voyez qu'on est quand même assez loin dans ma démarche de la thématique 1 Montparnasse, 2 Montmartre, 3 le jazz. Alors évidemment, vous allez encore dire que je caricature parfois certains de vos excès, je vous le concède bien volontiers, et voilà. Et donc, je vais essayer de vous mettre en ligne, probablement demain matin, parce qu'aujourd'hui je n'aurai pas trop le temps, une dernière vidéo sur le bilan de ces années folles, dont il faut bien comprendre finalement que l'expression est à manier avec autant de précaution. Mais c'est vrai que toute expression qui caractérise, je veux dire, le grand siècle de Louis XIV, avec la formule fameuse de critique, le grand siècle, je veux dire le XVIIIe, à cause de l'idéologie des Lumières. De même que l'expression de belle époque doit être maniée et déconstruite, la notion d'année folle doit être, elle aussi, sérieusement déconstruite. Mais de toute évidence, il est évident que ce qui se joue à partir de 1929, un petit peu après, va quand même tordre le cou à ce sentiment de grande respiration, de grandes nouveautés qu'ont incarné ces années folles. Bonne journée.